Bonjour, bienvenue à cette 14e séance du séminaire Questions de rhétorique consacrée pour la dernière fois aux exposés tout entiers. Alors, la semaine dernière, j'avais annoncé qu'on était à la 12e séance bis pour éviter de conjurer le mauvais sort, en fait, parce que 13 porte malheur. Et effectivement, j'avais raison parce qu'on a eu pour la première fois un problème technique majeur. Les vidéos des présentateurs n'ont pas été enregistrées, de sorte que je dois des excuses à au moins deux des participants là, qui ont vu leur présentation PowerPoint enregistrée, là, mais pas la captation vidéo de leur prestation. Je me suis empressé, après l'exposé, de prendre des notes pour me rappeler de ce que j'avais vu et pouvoir vous noter justement là, en regard des autres, parce que bien sûr, pour les autres, j'aurai l'occasion de repasser à travers les vidéos et faire une appréciation là, de leur performance oratoire plus détaillée. Alors, je conserve les notes pour l'évaluation. Vous ne serez pas pénalisé pour ça. C'est mon erreur à moi. Je n'ai pas paramétré comme il faut l'enregistrement avant de débuter. Alors, on a 4 présentations aujourd'hui à entendre encore et on va passer tout de suite en mode galerie. J'ai encore quelques petits détails à régler avec vous. D'abord, en ce qui concerne la semaine prochaine, vous devez rendre votre version définitive. Et j'entends par version définitive que vous aurez sans doute eu l'occasion de remanier un peu votre présentation orale en fonction des commentaires que vous aurez entendus, les questions que vous ont adressées peut-être les répondants, les autres participants, les remarques que j'ai pu faire moi-même. C'est une bonne idée d'ajuster un petit peu le tir. Sinon, ben, effectivement, je risque de vous reprocher la même chose une deuxième fois. La semaine prochaine, on va se retrouver pour une période qui ne sera pas complète. Ce ne sera pas un cours qui va durer 3 heures. Ça ne devrait pas dépasser 1 heure, en fait. Il s'agit d'une petite synthèse très, très brève. Là. Pas question de vous assommer après une longue session comme ça. Simplement pour dire l'essentiel, récapituler, et aussi parce qu'il va nous rester une dernière présentation. Imaginez-vous donc qu'on a échappé quelqu'un. Il y a quelqu'un qui participe au séminaire en différé, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se libérer pour la période le mercredi soir, en fait, et elle le regarde toujours en asynchrone. Elle se joindra à nous donc la semaine prochaine pour présenter son exposé. On va commencer le cours comme ça. Et puis après ça, on enchaînera avec la synthèse. Et après ça, on se donne congé et on se souhaite de bonnes vacances. Alors, réjouissons-nous, la fin approche. Je vous annonce Oui, Marie-Philippe, vous avez une question? Oui, juste pour être certaine, est-ce qu'on vous remet aussi le travail sur Moodle? Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas encore comme de place sur remettre ou on vous l'envoie par courriel. Vous faites bien de me notifier de ça parce qu'effectivement, j'ai complètement oublié d'ouvrir un dossier sur Moodle pour la remise des devoirs. Je vais le faire dès aujourd'hui. Après le cours, je vais ouvrir ce répertoire. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Je ne serai pas vexé. Ça m'arrive en fin de session comme ça là, de perdre de vue ces choses-là. Et je n'ai pas l'habitude, en fait, des remises sur Moodle comme ça. C'est encore un peu nouveau pour moi, mais je vais essayer de le faire tout à l'heure après le cours. Alors, je vais prendre une note de ça. Tiens, remise des travaux. Moodle. Alors, on va entendre dans l'ordre donc Kim Labonté, qui aura pour répondante justement Marie-Philippe. Alors, Marie-Philippe, vous allez poser la première question pour Kim. Ensuite, on va entendre William Brouillette et c'est Kim Labonté qui sera la répondante. Alors, j'admets quelqu'un d'autre. Et enfin, on entendra Marie-Philippe. Et à ce moment-là, ça va être William qui va être répondant pour elle. Alors, vous poserez la première question pour Marie-Philippe. Et là, normalement, il n'y aurait pas eu de problème parce qu'Amida aurait été là pour être répondante de quelqu'un, mais comme elle n'est pas là, ça va me prendre un répondant pour Amida. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire, généreusement? Pensez au capital de sympathie que vous allez vous faire auprès du prof. Merci, Caroline Brière. C'est bien. Alors, Caroline Brière sera donc répondante pour la dernière présentation, Amida Mechal. Donc, vous posez la première question. Alors, sans plus tarder, je vais demander à nos participants qui, parmi vous, a une présentation PowerPoint à partager. Il n'y a personne? Moi qui avais pris la peine d'ajouter tous les paramètres d'enregistrement pour pas que ça m'arrive 2 fois de suite, d'en échapper une, c'est pas plus mal. On va avoir l'occasion de vous voir plus longtemps, sans partage. Alors, ce que je vais faire, c'est commencer par mettre la vidéo de Kim en évidence. Alors, je vous donne la vedette.
et je me retire. Et vous pouvez commencer quand vous voulez. Parfait. Donc, bonsoir ou bonjour. Comme on l'a dit tantôt, on n'est pas sûr encore si c'est le soir avec la température qu'il fait dehors. Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais aborder l'aspect du pathos. On l'a un peu moins abordé dans les derniers oraux, donc ça va être intéressant aujourd'hui de l'aborder plus en détail. Donc, le champ des rhétoriques offre la possibilité d'analyser le discours sous toutes ses formes, comme on l'a vu depuis le début de la session. Que ce soit dans le domaine politique ou littéraire, l'étendue de son étude ouvre la voie aux auteurs quant à la diffusion de certains messages que leurs œuvres contiennent. Je m'excuse pour mon chat qui miaule. Il a décidé de faire un concert juste au moment où je me mets à parler. Dans la littérature québécoise, une auteure en particulier a su user à bon escient des effets de la rhétorique afin de livrer à son auditoire des œuvres fortes en émotion. Il s'agit de Nicole Hood, romancière et nouvelliste, née à Saint-Fulgence au Québec. Elle a publié son premier récit intitulé La Malentendue en 1983. Elle complète d'abord une formation au couvent du Bon Pasteur à Chicoutimi, là où les institutrices étaient formées. Elle pratique le métier d'enseignante pendant quelques années avant de poursuivre à Montréal des études en anthropologie qui vont influencer grandement son écriture. Parmi les 14 œuvres qu'elle a publiées, toutes aux éditions de la Pleine Lune, on note entre autres La Malentendue, La Maison du Remous, L'Enfant de la Batture et Les Oiseaux de Saint-Jean-de-Perse. Centrées autour des relations familiales problématiques, ces œuvres présentent des êtres souvent marginaux, et je cite ici Yvon Paré, des personnages extrêmement tourmentés, puisque ces personnages doivent se défendre pour avoir une identité, pour ne pas être avalés par ce que Nicole Hood appelle la norme. Donc, plus précisément, dans le cadre de mon travail, j'ai étudié son roman La Maison du Remous, qui est paru en 1986, puis qui a été réédité là, sous cette forme en 2013, toujours aux éditions de la Pleine Lune. Ce roman présente l'aînée d'une famille de 10 enfants, Laetitia, qui, sous l'influence de sa mère, évolue dans un environnement familial malsain qui tend à se répéter de génération en génération chez les femmes de sa famille. Considérant que l'univers de la Maison du Remous est riche en émotions, mais que le côté émotionnel des personnages est dysfonctionnel, si on peut dire, il s'agit de voir comment ces émotions sont transmises. C'est en effectuant une analyse textuelle du roman de Nicole Hood que j'ai tenté de dégager les pathèmes présents et par le fait même de déterminer comment se manifeste la communicabilité ou l'incommunicabilité des émotions dans cette fiction. Pour ce faire, j'ai analysé d'abord un événement clé qui participe davantage, si je peux dire ça comme ça, à la communicabilité des émotions. Il est ensuite question, en deuxième lieu, d'un lieu emblématique qui, selon moi, représente plutôt la profonde incommunicabilité des émotions chez les personnages du roman de Nicole Hood. Alors, d'abord, à travers les relations problématiques du roman, certains événements parviennent à véhiculer des émotions fortes sans qu'elles ne soient nommées directement. En effet, un événement clé de l'histoire peut être caractérisé comme un pathème à part entière et participe à la communicabilité des émotions. Dans une poussée de liberté, Laetitia décide de partir dans la forêt près de la maison dans laquelle elle vit, avec pour bagage une simple tête d'oreiller dans laquelle elle dispose de ses vêtements et se retrouve alors complètement nue. Alors qu'elle découvre une clairière, elle trouve aussi une orignale enceinte et blessée. Et là, je m'excuse pour l'utilisation du terme une orignale, mais c'est de cette façon-là qu'on l'utilise dans le roman. Donc, pour l'oral et mon travail, j'utilise ça comme ça. Alors, je cite le passage. Elle s'avance, écarte le feuillage d'un érable, découvre une clairière. Une orignale enceinte est couchée sur l'herbe. Laetitia s'approche doucement, un peu craintive. L'aspect gigantesque de l'animal inspire de la peur à Laetitia qui recule. Même blessée, avec son flanc arqué par la douleur, l'orignal pourrait s'élancer et écraser Laetitia. Mais elle revient près de l'orignal, fascinée par son pelage brun foncé, le frôle, prête à s'écarter et malgré tout, retenue de force. Elle enfonce son regard dans celui de la bête. Une parenté étroite les soude l'une à l'autre.
Fin de la citation. Ce bref passage présente une émotion dénotée, soit celle de la peur, grâce aux termes craintive et peur. S'il est vrai que l'animal lui procure ce type d'émotion, au moment où elle enfonce son regard dans celui de la bête, c'est un tout autre sentiment qui naît en elle. En effet, il est possible de faire ressortir une certaine profondeur à ce passage par la mise en évidence d'une émotion connotée. De fait, l'émotion véhiculée dans ce passage se trouve davantage du côté de la paix. Donc, je cite un nouveau passage. Elles se regardent. La forêt s'imprime dans leur regard. Le calme les envahit de se savoir ensemble, étrangères, blessées. Laetitia sourit à l'orignal. L'orignal penche sa tête sur la poitrine de Laetitia qui s'est assise. Celle-ci caresse ses andouillés, trace distraitement sur eux les prénoms d'Alvana et de Gratien. À ce moment, c'est davantage grâce à un champ lexical qui renvoie à la tendresse que l'atmosphère s'installe. L'émotion connotée dans ce passage est créée par les termes calme, sourit, doucement et caresse, mais aussi par le geste d'intimité de l'orignal, soit celui de pencher sa tête sur la poitrine de Laetitia. L'alliance de l'émotion dénotée et celle qui est connotée amplifie l'effet pathémique de l'événement en créant une certaine ambivalence des émotions engendrées par la rencontre de l'animal blessé et enceinte. Le fait que Laetitia soit face à face à une femelle dans cette condition n'est pas non plus anodin. Au contraire, là, dans cette forêt, alors qu'elle est complètement nue et vulnérable, Laetitia se trouve devant une image d'elle-même et probablement une image de son futur. On assiste alors à une forme de communicabilité des émotions dans la mesure où Laetitia parvient à s'exprimer calmement et efficacement grâce à l'utilisation des verbes parler dans l'extrait précédent et au verbe murmurer présent un peu plus loin dans le texte. Donc, dans la phrase que je cite à l'instant, elle lui murmure qu'elles iront ensemble à l'extérieur, quand l'extérieur sera un oiseau, une fleur, un sourire. Aussi, le ton utilisé tend davantage vers une émotion positive que vers une émotion négative de peur ressentie au départ. Les termes utilisés suite au verbe murmurer, soit oiseau, fleur et sourire, permettent d'établir une atmosphère paisible. Puis quelqu'un de l'extérieur vient les interrompre dans leur intimité et l'émotion de peur ressentie au début en présence de la bête est répétée, mais cette fois-ci par la présence d'un homme. Malgré tout, il s'agit d'un événement pathémique qui teinte le parcours de Laetitia tout au long de sa vie. En effet, Laetitia devient à son tour mère et elle représente l'autorité, la dureté et l'incompétence émotionnelle comme sa propre mère l'avait fait avec elle. Lorsqu'une de ses filles tombe enceinte pour la première fois, quelque chose en elle s'éveille. Je cite un nouveau passage. Les doigts de Laetitia parcourent le ventre arrondi de Jocelyne. Laetitia sourit, penchant la tête pour ne pas être vue. Des souvenirs déferlent sur elle. La désobéissance d'Alvana, sa tête dure, sa drôle de manière d'articuler les mots en imitant le docteur ou le gérant du Woolworth. Laetitia sent une chaleur et un fourmillement gagner ses doigts. Elle se rappelle l'orignal. En fait, l'énumération de moments forts parvenus à différents moments de sa vie lui remémore des aspects positifs. Il procure une sensation corporelle particulière, soit cette chaleur et ce fourmillement dans ses doigts. Cette même sensation lui rappelle cette rencontre avec l'orignal blessé dans la forêt, ou peut-être plutôt le moment où des émotions contradictoires, la peur et la paix, lui ont permis de s'ouvrir face à la bête et de partager ces émotions réprimées en elle depuis longtemps. Le fait que Laetitia se rapproche de l'animal ou s'associe à l'animal permet de faire ressortir la dimension affective du passage, ou plutôt l'aspect pathémique. Son ouverture à une bête plutôt qu'à un être humain devient fortement significatif, étant donné que le personnage principal du roman tend plutôt à taire ses émotions et ses pensées de plusieurs façons lorsqu'elle se trouve en présence des membres de sa famille. Ensuite, en seconde partie d'analyse, je vais détailler l'incommunicabilité, l'aspect de l'incommunicabilité des émotions et voir d'où elle provient. Donc, d'autre part, il semble y avoir dans la maison du remous une répétition des générations de femmes qui perpétuent une profonde incommunicabilité des émotions. En effet, alors que le peu de personnages masculins se trouvent constamment à l'extérieur, partis bûchés dans les bois, les personnages féminins sont, pour leur part, enfermés, voire internés à l'intérieur. Les grossesses se suivent et se ressemblent à l'intérieur de la maison du remous, nommée ainsi par sa proximité avec le remous en tant que tel, alors que les émotions sont elles aussi intériorisées.
Cette incommunicabilité des émotions qui se vit chez les femmes se répercute sur le quotidien de Laetitia. De fait, elle semble réprimer ses émotions tout comme l'a fait sa mère tout au long de sa vie. Je cite ici. Elle suit avec ses doigts le contour de ce visage, espère qu'elle va respirer, celle qui s'est enfuie par cette bouche, en vomissant et en se taisant. C'est au moment du décès de sa mère que le lecteur en apprend davantage sur la destinée des femmes. En effet, dans le roman, elles sont caractérisées par leurs multiples grossesses ainsi que par leur aptitude à taire leurs sentiments et leurs pensées. De fait, l'action de se taire afin de réprimer des émotions est bien présente dans le roman. Laetitia répète les gestes de sa mère afin de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Je cite un nouveau passage. « Il faut faire attention. Les mots que les mains des femmes et des hommes reconduisent vers leur bouche en traçant des cercles, ces mots qui paraissent anodins sont déjà de trop. Derrière eux, il s'en trouve de plus dangereux. » Laetitia pose sa main droite devant sa bouche. Elle a pris cette habitude dernièrement en apprenant que Cécile avait été internée. Ici, on remarque une émotion connotée, soit celle du danger. Le narrateur précise qu'il faut faire attention puisque les mots cachent toujours quelque chose de plus dangereux. Donc, c'est ici que l'émotion se voit le plus. Afin de ne pas céder au danger ou à l'émotion, Laetitia, depuis qu'elle a su que sa grand-mère avait été internée en raison de ses paroles, porte la main à sa bouche pour empêcher qu'il n'y ait quoi que ce soit qui sorte. Outre ce geste, Laetitia utilise un ton souvent agressif afin de s'exprimer lorsqu'elle le fait. Donc, je cite un moment. « Il s'agit de ne pas hurler, de se demander combien de jours elle tiendra. Elle serre fortement les lèvres et pense « maudite vache ». Ce cri étouffé, aussi gros que le ventre de sa mère et ses ongles qu'elle enfonce dans la paume de ses mains pendant qu'elle change les draps sur lesquels sa mère a vomi. Cet extrait présente plusieurs points. D'abord, la négation présente dans « ne pas hurler » retient un hurlement, comme cela le mentionne, voire un cri déchirant d'une personne. Sans savoir si elle pourra le réprimer longtemps, elle serre ses lèvres plutôt que de mettre sa main devant sa bouche, de sorte qu'aucun son en sorte. Cependant, l'élément le plus significatif de cette citation se trouve dans l'expression « cri étouffé ». Le rapprochement de ces deux termes opposés crée un oxymore et amplifie l'idée d'incommunicabilité des émotions dans la mesure où le cri qu'elle tente d'exprimer depuis son enfance n'arrive pas à sortir de son corps. Elle ne peut donc pas extérioriser ses émotions. Un peu plus loin dans le roman, un procédé semblable est présent avec les mêmes termes, soit cri et étouffé. Je cite ici, « Le cri d'un enfant pas comme les autres, s'étouffe toujours au même endroit dans le remous. » Dans ce cas, c'est une antithèse qu'on retrouve et l'effet est amplifié par les références directes à Laetitia et la maison dans laquelle elle est retenue. On comprend alors que c'est elle qui souhaite crier, mais que la maison où le cercle des générations se trouve l'empêche de s'exprimer librement. C'est une colère constante qu'on retrouve dans la cuisine de la maison du remous, une colère qui se transmet sans jamais être extériorisée. Or, bien que les mots ne soient pas prononcés pour s'exprimer, la colère se transpose dans un objet significatif qui peut être interprété comme un pattern servant à réprimer les émotions. Je cite ici, « Laetitia menace, vous allez en manger toute une, et se contient. Fais attention, toi et mon petit Christ, si je te pogne, et se retient. » Car la strap dans les mains, chaque fois, pour Laetitia, c'est perdre davantage la clarté, la rivière. Donc, l'objet dans lequel l'émotion elle est réprimée, c'est une strap qui est utilisée pour battre les enfants dans la maison. On aperçoit une atténuation des propos grâce au verbe menacer, contenir et retenir à l'indicatif présent. De fait, l'atténuation consiste à diminuer par bienséance ou pour tout autre motif l'intensité réelle des choses. Ainsi, malgré la violence des propos tenus par Laetitia, elle n'extériorise pas totalement la colère présente en elle. C'est donc dire qu'elle réprime ses émotions et qu'il y a incommunicabilité de celles-ci. En somme, nous avons vu dans un premier temps que l'alliance des émotions connotées et dénotées lors de l'événement de la clairière participe à la communicabilité des émotions chez le personnage principal, soit celui de Laetitia. En effet, ce passage pathémique permet de comprendre que Laetitia, malgré la peur ressentie, arrive non seulement à bien se sentir, mais aussi à parler de ses émotions lorsqu'elle est à l'extérieur de la maison.
Ensuite, outre l'aspect de la communicabilité des émotions, nous avons pu dégager une forme d'incommunicabilité, toujours chez le personnage de Laetitia. En effet, Laetitia n'arrive pas à s'extirper de sa colère et elle ne cesse de réprimer ses émotions, que ce soit par des gestes comme celui de mettre sa main devant sa bouche ou de serrer fermement les lèvres, ou en transposant les émotions dans un objet pathémique. Laetitia se trouve prise dans cette perpétuelle boucle d'incommunicabilité dans laquelle sa grand-mère et sa mère se sont elles aussi retrouvées. C'est tout le poids de la colère des femmes devant elle qu'elle doit porter sans pouvoir la laisser s'échapper. Finalement, tout au long de l'analyse, j'ai abordé le pathos du personnage principal de La Maison du Remous de Nicole Hood. Par contre, du côté du lecteur, il est possible d'affirmer que l'émotion suscitée grâce aux différents procédés ou grâce au style d'écriture permet d'éprouver une forme de compassion pour Laetitia et l'effet circulaire est lié à sa vie. De génération en génération, les femmes de sa vie ont tendance à répéter les mêmes expériences. Ainsi, le roman nous permet d'avoir accès à la mère de Laetitia et à Laetitia, mère elle-même. L'incommunicabilité des émotions de cette jeune femme ajoute un effet dramatique au roman et affecte le lecteur dans la mesure où il n'a pas l'impression que les choses peuvent s'améliorer pour Laetitia, malgré les nombreux passages où elle se laisse prendre au jeu des émotions. Donc, merci. Merci beaucoup, Kim Labonté, pour cette présentation exemplaire de ce qu'on peut faire avec l'analyse pathémique. Alors, je vais remettre l'affichage en mode galerie et me tourner vers votre répondante, en la personne de Marie-Philippe, qui vous posera la première question. Merci, Kim. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, surtout l'incommunicabilité, la femme, tout ça. J'ai vraiment trouvé que c'était génial. Puis on voit que ça donne plein d'idées de choses à faire, justement, avec le pathos. Je vais essayer d'être claire dans ma question. OK, on dirait que ça m'a fait plein d'idées. Donc, si c'est pas clair, tu me le dis. Dans le fond, parce qu'on dirait que la communicabilité, j'avais un peu plus de difficulté à saisir. Puis je me demandais, est-ce que c'est à quelque part, c'est par rapport au monologue intérieur où on a justement accès à ce que par exemple, les femmes pensent ou disent, est-ce que ça, c'est une certaine communicabilité entre comme personnage, narrateur, ou encore là, c'est plus de l'incommunicabilité parce qu'elle ne le dicte pas en tant que telle. Donc, je ne sais pas si je suis claire. Oui, c'est clair, mais dans le fond, je pense que oui, à certains moments, malgré que les femmes pensent seulement sans le dire verbalement, ça peut être perçu comme une certaine forme de communicabilité parce que souvent, là, entre la mère et la fille, un regard suffit pour que les deux arrivent à comprendre. Par contre, on trouve vraiment plus des formes de communicabilité une fois Laetitia à l'extérieur de la maison, donc une fois dans la clairière ou à un autre moment, elle se trouve dans une rivière. Puis c'est vraiment là qu'on voit une Laetitia épanouie, puis qui est vraiment d'un autre côté là, émotionnel, si je peux dire ça comme ça. Merci, c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, j'y vais de mon côté. Alors, j'ai beaucoup aimé cette présentation. D'abord, je découvre une autrice que je ne connaissais pas du tout, Nicole Hood, romancière et journaliste, donc de Saint-Fulgence, autrice de 14 œuvres, quand même, c'est pas rien. Alors, ça me semble tout à fait intéressant et surtout l'analyse que vous en faites, parce que le problème avec les analyses pathémiques ou les analyses rhétoriques en général, c'est à quelle hauteur on va se situer? Est-ce qu'on peut se permettre de traiter le texte de façon générale ou on peut descendre au niveau microstructural? Et vous avez montré comment on peut s'attarder à des figures ponctuelles dans le texte et en tirer des conséquences pour l'ensemble du texte. J'ai trouvé ça très intéressant, ce jeu où, par exemple, vous êtes arrêté à cri étouffé. Cet oxymore qui vous semblait, à juste titre, je pense, emblématique de l'incommunicabilité des émotions. Alors là, on est dans un roman où vous arrêtez à une seule figure, mais cette figure-là, elle résume tellement bien ce qui se passe, les enjeux du texte, que ça devient vraiment efficace, là. Alors, on voit comment, parfois, effectivement, on peut, dans une analyse rhétorique, s'attarder à des passages vraiment très limités pour en tirer des conclusions qui s'appliquent à l'ensemble du récit. Et votre démonstration à cet événement, à cet égard, était vraiment très convaincante. Maintenant, vous avez parlé à un moment donné d'événements pathémiques et j'étais en train de prendre des notes de façon un peu maniaque là, et je n'ai pas compris exactement ce que vous vouliez dire par événement pathémique. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Oui, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est vraiment l'événement qui est à lui-même là, rempli d'émotions. Juste par l'événement, on peut ressortir plusieurs pathèmes là, et tout.
OK. Je n'avais pas compris le contexte. Vous parlez aussi d'émotions dénotées, connotées. C'est tout à fait juste. J'ai bien aimé ces distinctions que vous avez établies qui vous a permis de mettre en résonance les deux aspects du texte. De la première partie où vous avez insisté sur la communicabilité des émotions versus la deuxième partie où là, on était dans l'incommunicabilité, l'aliénation, les émotions intériorisées, les personnages enfermés de l'intérieur. Je pense que la démonstration était assez convaincante de cette boucle d'incommunicabilité dans laquelle la grand-mère, la mère et la fille se trouvent enfermées là, tour à tour. Et ça donne envie de lire ma parole, non seulement votre présentation, la version finale, mais aussi Nicole Hood. Alors, merci pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Sinon, on se tourne maintenant vers William Brouillette, à qui je vais donner la parole. Je vais admettre quelqu'un qui arrive justement à l'instant et je vous mets en évidence. Et vous n'avez pas de présentation à partager, William? C'est bon, alors vous commencez quand vous voulez. Est-ce qu'on m'entend bien, premièrement? Oui, très bien. Parfait. Donc, alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous rappelle que je suis à ma première session à la maîtrise en lettres à l'UQTR et que je m'intéresse à la figure du post-humain dans le mouvement cyberpunk que nous pouvons qualifier de sous-catégorie de la science-fiction. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais tenter avec vous d'utiliser l'arsenal rhétorique pour plus particulièrement celui de l'Éthos, afin d'éclaircir la question de la posthumanité dans deux romans de Philip K. Dick, soit les androïdes reptiles de moutons électriques, mieux connus sous le nom du film tiré du roman Blade Runner, et Le Dieu venu du Centaure. Bien qu'un roman veuille nous persuader de quelque chose, comme nous étions convenus avec M. Vaillancourt au début de la session, il est important que je précise que je ne crois pas qu'à l'instar des romans à thèse à la Jean-Paul Sartre, par exemple, Philip K. Dick tente de nous transmettre un message. Il n'y a pas de conception manichéenne dans ces romans et ils sont beaucoup trop complexes et évasifs, à mon avis, pour que les lecteurs dans une instance ergotextuelle ou bien les narrateurs dans une instance textuelle puissent en tirer une thèse, un message ou une morale claire et précise. Néanmoins, ces deux romans s'interrogent à la fois sur la condition humaine et post-humaine. À ce sujet, je reprends les propos de Maria Goecoechea. Pardon pour ma prononciation, je ne parle pas espagnol, donc ça donne ça. Je la cite dans son article « The Post-Human Ethos in Cyberpunk Science Fiction » à propos de Philip K. Dick. Je traduis. « Distinguer sans une marge d'erreur un humain d'une machine et éliminer les machines rebelles, c'est le travail des Blade Runner. C'est un objectif problématique dont la réalisation est désirée auprès du protagoniste du roman « Les androïdes reptiles de moutons électriques » de Philip K. Dick. Ce dernier a reconnu que le grand thème principal de tout son travail, c'est la recherche d'une définition de l'humain. Ici, Goecoechea cite Philip K. Dick. « Mon grand thème, qui est humain et qui paraît comme une mascarade, comme un humain. » Fin de la citation. Donc, nous pouvons conclure que dans les deux romans, nous explorons le thème de l'essence humaine, mais cela ne nous suffit pas pour savoir de quoi ils veulent nous persuader ces romans. Il faut également avoir à l'esprit que Philip K. Dick aborde la condition humaine à travers la post-humanité. Qu'est-ce que la post-humanité? Nous pourrions simplement dire que c'est l'hybridation entre un corps biologique et les prothèses mécaniques ou cybernétiques, mais c'est un petit peu plus complexe que cela et je désire apporter une nuance à mon propos. Donc, pour ce faire, je veux citer le livre de Anne Catherine Hales, How We Became Post-Human Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, afin que nous comprenions mieux l'essence de la post-humanité. Excusez-moi. Pour le post-humain, je traduis l'incarnation dans un substrat biologique est considérée davantage comme un accident de l'histoire bien plus qu'une condition inévitable de la vie. Le point de vue qualifié de post-humain considère que la conscience comme le siège social, le siège de l'identité humaine, pardon. Dans la condition post-humaine, il n'y a pas de différence essentielle ou de démarcation absolue entre l'existence corporelle ou la simulation par ordinateur, les mécanismes cybernétiques ou les organismes biologiques, la téléologie robotique ou bien les buts humains. Fin de la citation. Donc, nous savons que les deux romans interrogent l'essence humaine et nous savons également que la post-humanité, ce n'est pas le corps qui constitue l'humain, mais bien son essence. Qu'il soit dans un corps biologique ou mécanique, cela n'a pas d'importance.
Nous allons donc aborder la question de l'éthos de la condition post-humaine à travers l'aspect physique et conceptuel du personnage de Palmer Eldritch et nous questionnerons l'humanité des androïdes à travers différents moments du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous résumer rapidement les deux œuvres en question. La Terre se meurt dans les deux romans. Dans Le Dieu venu du Centaure, les humains ne peuvent pas se déplacer de jour sous les rayons du soleil parce que la Terre se détériore et plusieurs campagnes... Excusez-moi. Les humains ne peuvent pas se déplacer sous les rayons du soleil. La Terre se détériore et plusieurs campagnes publicitaires promeuvent une immigration sur Mars, mais personne ne veut y aller. Le gouvernement n'a d'autre choix que d'obliger des personnes spécifiques à immigrer et, à la manière d'une fatalité de conscription, le protagoniste Barney Meyerson tente tant bien que mal de recevoir un diagnostic de maladie mentale afin de s'en échapper, car il sait très bien que les colons ont des vies misérables et que le seul plaisir dont ils peuvent jouir sur Mars, c'est la consommation des drogues de translation. J'y reviendrai tout à l'heure. Un dénommé Palmer Eldritch revient de la constellation du Centaure et son retour suscite l'attention chez plusieurs. Pour ce qui est du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, la situation est similaire. Après une troisième guerre mondiale, la Terre est couverte de déchets se multipliant partout sur la surface de la planète. Seuls les terriens réussissant un test de QI peuvent émigrer sur Mars. Ces derniers, à leur arrivée sur la planète rouge, se méritent un androïde qui s'occupe des tâches ménagères et comble leur solitude. Mais le récit ne se déroule pas sur Mars, il se déroule sur Terre, où des androïdes se réfugient pour échapper à une vie de servitude. Rick Deckard, un chasseur de primes spécialisé dans l'exécution des androïdes, tout au long du roman, il est à la recherche d'un groupe d'androïdes en cavale sur Terre. Nous suivons ses mésaventures ainsi que ses questionnements moraux. Pour commencer l'analyse, dans le cours de M. Vaillancourt, nous avons vu que l'état, c'est l'image que l'interlocuteur se donne de soi dans le discours. Mais une autre définition a retenu mon attention lors de mes recherches. Maria Goicoechea, justement, précise que, je traduis, selon son acception d'origine, l'état, c'est le caractère ou la disposition acquise à travers l'habitude. Si l'habitude naît dans la répétition d'actes similaires, l'état, c'est donc à travers l'habitude l'origine de toute action. Fin de la citation. Ces deux dernières définitions m'amènent à vous proposer une figure de l'humain. Ayez aussi à l'esprit que dans les deux romans de Philippe K. Dick, les androïdes et les cyborgs peuvent être autant humains qu'un humain au sens traditionnel. Nous le verrons au cours de ma démonstration, je l'espère en tout cas. L'humain est à la fois celui qui ressent et celui qui a une réputation par l'habitude. Mais un autre aspect qui est extrêmement important de considérer à propos de l'état, c'est l'image physique des principaux concernés. L'image des personnages qui, à mon sens, dégage plusieurs étés contribue tout autant aux questions relatives à l'essence humaine. Excusez-moi. OK, excusez-moi, j'avais perdu ma ligne. Un exemple que j'estime pertinent pour illustrer mon propos est celui du personnage de Palmer Eldritch, qui est le principal antagoniste du roman Le Dieu venu du Centaure. Eldritch, tout au long du roman, n'est jamais présent physiquement. Comme je le précisais tout à l'heure, la question du corps n'est pas essentielle face à l'essence ou bien à la conscience humaine. C'est par le biais de la drogue de translation qui s'appelle le caprice dans le roman que nous entrons en contact avec Palmer Eldritch. Cette drogue lui permet de communiquer à l'instar d'un esprit de ruche avec les différents consommateurs de cette drogue provenant d'un autre système solaire qu'Eldritch a importé de la constellation du Centaure. Lorsque nous le rencontrons physiquement dans le roman, c'est une machine qui est un ersatz du corps. Léo Belluro, un deuxième protagoniste dans le roman, lorsqu'il tente de rencontrer Palmer Eldritch sur sa base lunaire, se fait ligoter à une chaise et c'est là qu'il voit que, je cite, une petite table sur laquelle reposait un appareil électronique. « Bonjour, Monsieur Belluro », lui répondit aussitôt l'appareil électronique. « Je suis Palmer Eldritch, j'ai cru comprendre que vous vouliez me rencontrer. » Fin de la citation. Cette scène dans le roman est problématique. J'explique pourquoi. Palmer Eldritch est revenu d'un voyage qui a duré 10 ans. Plusieurs pensaient au début du récit qu'il était mort lors de son voyage. Soudainement, les chaînes de nouvelles annoncent son retour, mais personne à part ses proches ne le voit. Même nous, en tant que lecteurs, nous nous demandons s'il est effectivement revenu de la constellation du Centaure ou bien s'il ne contamine pas à distance les humains de notre système solaire avec une drogue extraterrestre, ce qui entraîne une ubiquité du personnage post-humain. De plus,
Je ne sais pas pour vous, mais l'éthos d'Eldritch me fait particulièrement peur dans le roman. Il est représenté par une petite radio sur une table à café et il réussit quand même à mener la danse en ligotant Léo Bellureau, qui sur Terre, soit dit en passant, c'est un riche industriel habitué d'être aux commandes. Le personnage d'Eldritch débarque de nulle part, il est omniscient et contrôle les médias, les humains ainsi que le gouvernement. Dans le récit, le gouvernement mondial a conclu un marché avec Eldritch afin de mieux acheminer la drogue dans le système solaire contre un certain pourcentage, contre un certain profit, évidemment. Mais avant que le gouvernement ne se rende compte de ce qui se passe, il est déjà sous l'emprise de l'esprit de ruche d'Eldritch. Léo Bellureau, à la fin du roman, veut arrêter Eldritch car, à la manière d'un virus, ce dernier veut se propager par le caprice dans tous les esprits humains. Bellureau se retrouve terrifié face à l'image de l'omniscience de Palmer Eldritch. Je cite les pensées de Bellureau. « Toute une civilisation de Palmer Eldritch, aux cheveux gris, aux joues creuses, immensément grands malgré leur dos voûté, tous munis d'un bras artificiel, d'une dentition excentrique et d'yeux bridés mécaniques. Et si ça s'étendait à nos cerveaux, si cette chose ne s'emparait pas seulement de notre anatomie, mais aussi de nos esprits, qu'adviendrait-il de nos plans pour le détruire? » Fin de la citation. L'image ici du post-humain est à la fois celui de l'être omniscient, certes, mais également celui de l'envahisseur qui s'impose à la race humaine, ironiquement sans être présent. D'une figure extrêmement narcissique aussi, au point où elle veut envahir un système au complet pour le transformer uniquement en des copies d'elle-même. C'est le concept de l'esprit de ruche, d'ailleurs. Nous retrouvons également l'image de la laideur et de l'impureté asymétrique typique au cyborg avec son bras artificiel, ses yeux mécaniques, etc. Bref, l'éthos post-humain ici est certes extrêmement pessimiste. Toutefois, il est intéressant de pointer que Bellureau représente la race humaine ici. Et il s'attaque à Eldritch uniquement parce que ce dernier l'a supplanté dans le marché de la drogue. Ce n'est pas par altruisme que Bellureau veut sauver les colons martiens de la drogue d'Eldritch. Dans un autre ordre d'idées, nous questionnons également l'essence des machines dans les androïdes reptiles de moutons électriques. Lorsque Rick Deckard interroge un dénommé Phil Resch, un autre chasseur de primes, en lui posant la question « Vous croyez que les androïdes ont une âme? » Nous questionnons l'image des post-humains. Avant que qui que ce soit me fasse la remarque, j'estime que dans le récit, les androïdes sont des post-humains dans la mesure où ils éprouvent des sentiments et désirent s'affranchir de l'esclavage. Je continue. Dans le roman, des androïdes émigrent illégalement sur Terre, car ils en ont assez d'une vie de servitude. Le problème est que la seule chose qui semble rendre la vie tolérable sur Mars pour les humains, c'est la possession d'un androïde faisant les tâches ménagères et comblant la solitude des colons. Outre cela, comme le précise M. Rosen, un industriel possédant une compagnie qui conçoit des androïdes, je cite, « Ils produisent, en parlant des compagnies de M. Rosen, ce que veulent les colons. Si la firme n'avait pas conçu des modèles de plus en plus humains, un quelconque concurrent l'aurait fait. » Il s'adresse à Rick Deckard, le principal protagoniste du roman. « Votre service de police, sans même parler des autres, a peut-être probablement retiré des humains authentiques aux facultés empathiques sous-développées. Votre position, M. Deckard, est moralement extrêmement délicate. » Fin de la citation. Laissez-moi vous expliquer ce que M. Rosen a sous-entendu un instant. Les services de police font affaire avec des chasseurs de primes spécialisés dans la chasse aux androïdes. Le moyen de différencier les humains des androïdes pour ces chasseurs de primes, c'est de faire passer un test d'empathie aux suspects. Ce que suggérait M. Rosen, c'est que certains humains ont moins d'empathie que d'autres et peut-être qu'ils ont été également victimes d'exécutions à tort pour cette même raison. Si nous revenons sur le cas de M. Rosen, par contre, nous retrouvons dans cette dernière citation une critique de l'offre et de la demande, une critique des systèmes économiques modernes. Au départ, les humains ne voulaient que des robots remplissant les tâches quotidiennes, mais ils ont produit des androïdes tellement sophistiqués et développés qu'ils souffrent de leurs conditions de servitude. Alors, permettez-moi de vous poser la question ici. C'est qui a un problème d'empathie ici? Les androïdes tentant de survivre après s'être échappés de Mars ou l'industriel qui insuffle la vie sous prétexte que s'il ne l'avait pas fait, d'autres s'en seraient chargés? Quelle est l'image de l'humain ici? Probablement celui d'un être totalement égoïste qui ne pense qu'au profit, qui se déresponsabilise. D'un point de vue éthique, nous pourrions dire que les androïdes, à quelques exceptions près, sont humains ou plutôt post-humains puisqu'ils ont d'abord et avant tout une conscience. Rappelons notre topos, soit que le corps ne fait pas la condition humaine dans la post-humanité, mais c'est bien la conscience en tant que siège de l'identité humaine qui la constitue.
chose que les androïdes possèdent. Ils sont conscients qu'ils souffrent, ils désirent vivre. Ils se retrouvent dévastés lorsqu'ils se rendent compte que leur vie ne se résume qu'à des souvenirs transplantés. À ce propos, imaginez, vous découvrez un matin en vous levant que vous n'avez que 2 semaines d'âge, alors que vous croyez que vous en aviez 50 ans. Tous vos souvenirs ne vous appartiennent pas, vous souffrez et un gouvernement envoie des chasseurs de primes à vos trousses afin de vous éliminer parce que vous ne vous soumettez pas à votre vie vouée à l'esclavage. C'est tout un pathos que le récit nous livre ici. Comment ne pas s'identifier aux androïdes et ne pas éprouver de l'empathie? Où est-ce qu'on retrouve l'humanisme là-dedans? La vérité est que dans les androïdes reptiles de moutons électriques, l'humanité a réussi l'inenvisageable, c'est-à-dire insuffler la vie, et ce, même au niveau biologique. C'est ce que Rick Deckard, d'ailleurs, soulève après avoir eu une relation sexuelle avec Rachael Rosen, une androïde qui appartient à M. Rosen. Je cite, « Tu es une entité vivante. Dans 2 ans, tu auras fait ton temps parce que nous n'avons jamais résolu le problème du renouvellement cellulaire. » Fin de la citation. Bref, le propre de l'humain serait l'empathie. Et dans la post-humanité, l'empathie s'appliquerait de manière beaucoup plus large, même aux androïdes tels que Rachael ou aux entités interopérables et virtuelles telles que Palmer Eldritch, par exemple. Pour donner un autre exemple, dans l'incipit du livre, Irene, la femme de Descartes, rétorque d'un ton acerbe à son mari qu'il tue, et je cite, « juste des pauvres andros ». Fin de la citation. Évidemment, c'est un reproche passif-agressif ici. À un autre moment du roman, Descartes s'éprend d'une cantatrice androïde puisque, je cite, « c'était vraiment une superbe chanteuse. Comment un talent pareil peut-il constituer un handicap pour notre société? » Fin de la citation. L'éthos de Rick Deckard est celui d'un personnage en conflit. Est-ce qu'il tue des innocents ou bien est-ce qu'il tue pour sauver l'humanité? À la fin du roman, nous ne développons pas autant d'empathie, par contre, pour les androïdes, dès lors que nous comprenons qu'ils ne recherchent qu'à sauver leur propre vie individuelle, et qu'ils sont prêts à tout pour même à déclarer un amour factice à un humain pour sauver leur vie. Cependant, sans paraître cynique, n'est-ce pas le cas de bien des humains? L'altération des relations personnelles fait très certainement partie de la décadence de la société dans l'œuvre de Dick, qu'elle soit consciente ou non. En terminant sur la post-humanité, il est important de noter que dans les œuvres de Dick, la frontière entre l'humain et le post-humain s'amincit au fil de la lecture. Plus nous lisons, plus nous ne savons plus où le caractère humain se situe, où est-ce qu'il commence et quand est-ce que nous franchissons la post-humanité. Rachael Rosen n'était même pas certaine d'être une machine au départ. Rick Deckard non plus. En conclusion, l'éthos du post-humain est extrêmement complexe dans les 2 romans. D'un côté, nous associons le post-humain à la figure de l'envahisseur avec Palmer Eldritch qui, à l'instar d'un virus informatique interopérable, envahit notre système solaire en exploitant les dépendances aux drogues des colons martiens et les rouages du système. Outre cela, sa venue menace l'existence humaine telle que nous la connaissons en étant omniscient grâce à l'esprit de ruche. Son rapport à la corporalité est complexe puisque nous ne savons pas s'il est effectivement présent physiquement dans notre système solaire. Toutefois, les dommages restent indéniables. D'un autre côté, nous avons l'image d'un groupe de personnes persécutées par le gouvernement parce qu'ils sont des êtres créés en laboratoire plutôt que des êtres vivipares. À plusieurs moments, nous éprouvons, tout comme Descartes à la fin du roman, des sentiments mitigés à l'égard des androïdes. Ces 2 romans interrogent la figure post-humaine à travers des thèmes tels que nos différents rapports à la corporalité et la légitimité des émotions des êtres créés en laboratoire, pour ne citer que ceux-là. Ce qui est singulier et intéressant, c'est qu'en questionnant les post-humains dans les 2 romans, Philippe K. Dick ébranle également notre propre essence, notre essence humaine. Je reprends les propos de Maria Goicoechea à propos de la théorie cybernétique. Je traduis. La cybernétique de Norbert Wiener implique que les frontières qui constituent l'humain sont données non pas par la nature, mais sont plutôt culturellement construites. Fin de la citation. Ce faisant, est-ce que nous ne pouvons pas suggérer que la figure de l'envahisseur ou bien celle d'être à la fois potentiellement dangereux et persécuté ne sont pas des perceptions que la culture a inculquées aux humains dans les 2 romans? Merci de votre écoute. Merci, William Brouillette, pour cette présentation sur un auteur que j'affectionne particulièrement. Alors, pour une fois, je n'étais pas tout à fait dépaysé.
Ça fait du bien. Alors, je supprime la mise en évidence, je reviens à la vision en galerie et je me tourne vers votre répondante, Kim Labonté, à qui revient la première question. Oui, donc d'abord, merci pour cette présentation. J'ai trouvé ça intéressant de voir là, tout le côté de l'État, ce qui peut s'appliquer à de la science-fiction. On voit que ça s'applique aux fictions, mais là maintenant, on voyait à la science-fiction. Justement, par rapport à cet aspect de la science-fiction, est-ce que tu dirais qu'en analysant l'ethos dans la science-fiction, il faut ajuster un peu sa méthode d'analyse, par exemple, dans les moments où on ne parle pas vraiment d'un être humain, mais plus d'un objet comme étant un personnage ou quoi que ce soit comme ça? Ça dépend encore du roman. Là, dans le cas de Dick, oui, pour répondre à ta question, parce que justement, il joue beaucoup sur ce rapport à l'essence humaine. Donc, il fallait un peu que j'ajuste le tir. En tout cas, c'était ce que je croyais qu'il fallait que je fasse. Parce que par moment, quand on lit Dick, c'est ça qui est drôle, c'est que il y a des robots avec lesquels on éprouve plus d'empathie, qu'on s'identifie plus que d'autres humains, puis ils jouent énormément là-dessus. Puis même à un moment donné, il y a comme un sentiment paranoïaque qui t'envahit tout au long du roman parce que des romans, bien, tout dépendamment du roman que tu lis, là, parce que tu ne sais plus si le personnage sur lequel tu t'identifies existe réellement, si ce qu'il éprouve, si ce qu'il ressent, ça se passe dans sa tête. Il joue beaucoup sur la paranoïa, justement. Donc, pour faire simple, oui, il fallait que j'ajuste le tir sur la question de l'essence humaine. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Camille Bernier? Oui, j'ai trouvé ça super intéressant. Je connais à peine le cyberpunk, mais en fait, c'est là-dessus que je voulais te poser quelques questions assez générales. Mais je me demandais si c'est un courant encore vraiment actif aujourd'hui. Je sais que c'était peut-être plus des années 80 que ça a commencé, mais est-ce que c'est encore d'actualité? Puis si oui, ben d'actualité, oui, certainement, mais c'est encore vraiment actif. Puis, est-ce que c'est les mêmes questions qui sont posées par rapport à l'ethos, par exemple, des robots? C'est le cyberpunk tel qu'on le voit avec Dick, puis justement dans les années 80 avec Bruce Sterling ou William Gibson, par exemple, je pense pas qu'on est rendu à la même place, disons, là, juste de la manière que ces auteurs-là parlent, mettons, du cyberespace. Là, il y a encore un aspect très tangible au cyberespace, puis c'est quelque chose ce que j'entends par cyberespace, c'est comme l'espace virtuel, là, Internet, etc., ou le dark web. En tout cas, leur rapport avec ces espaces virtuels restait très concret, alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus au courant que c'est crypté, c'est un tas de 1 puis de 0, puis etc., etc. Fait que, notre connaissance technologique fait que le cyberpunk aujourd'hui est différent. Mais pour répondre plus concrètement à ta question, il y a des critiques qui parlent de post-cyberpunk, puis il y en a même qui parlent de post-cyberpunk, quand maintenant on n'est plus capable d'arrêter avec les posts. Fait ça existe encore, ça reste à propos, à mon avis, puis je ne pense pas être le seul, mais les thèmes sont beaucoup plus complexes encore, justement parce qu'il y a des récits cyberpunk des années 80 qui commencent à se concrétiser. On peut penser notamment avec, je ne sais pas moi, comment il s'appelle, le propriétaire de Tesla, là, Elon Musk, qui veut implanter une puce dans les cerveaux des gens pour qu'on soit à la fois, qu'on ait un esprit computationnel et biologique. C'est sûr que le cyberpunk évolue parce qu'il est tombé un peu en désuétude avec le temps, mais oui, ça existe, mais c'est peut-être des mouvements un peu plus marginaux aujourd'hui, je dirais. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Merci. D'autres commentaires, d'autres questions? Sinon, je suis assez vieux pour avoir eu l'occasion d'assister à la présentation du film Blade Runner à sa sortie. Alors, je l'ai vu au cinéma, imaginez-vous, et j'avais été grandement impressionné. Je découvrais l'œuvre de Philippe K. Dick à l'occasion. J'ai pu approfondir par la suite et voir les différences entre la représentation cinématographique et l'histoire originale. Mais j'ai trouvé cet univers absolument fascinant. Ça me passionne encore. Ce sont des questions vraiment
existentielle profonde. Ça touche des enjeux là, qui nous concernent tous. Cette notion de post-humanité, ce sont des préoccupations là, au vu des progrès de la technologie là, qui deviennent de plus en plus sensibles, de plus en plus évidentes, manifestes, en tout cas par rapport auquel on doit se situer. Là. Je sais que ma copine a en sainte horreur tout ce qui s'appelle cybernétique, cyborg. Pour elle, c'est la figure horrifique par excellence. Là. Un zombie cybernétique, là, c'est la chose la plus terrifiante qui est au monde. Alors que pour ma part, ça exerce une fascination là, qui est vraiment très forte. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant et cet angle que vous avez donné à votre présentation là, de l'éthos post-humain. Et je pense que c'est très convaincant. Vous avez présenté plusieurs exemples tirés sur 2 romans. Je ne connais pas l'autre, Le Dieu venu du Centaure. Je ne l'ai pas lu, celui-là. C'est un roman ou c'est une nouvelle en passant? J'avais fermé mon micro. C'est un roman, puis la version originale s'intitule The Three Stigmatas of Palmer Eldritch. Puis je conseille de le lire. Je pense que vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous conseille de le lire en anglais parce que la traduction que j'ai lue précédemment, elle laissait à désirer, disons. Mais ça arrive souvent, malheureusement. Effectivement, je préfère lire dans le texte d'origine là, si j'ai l'occasion de le faire. Non, ça, je découvrais ça. Je ne connaissais pas celui-là, je ne l'ai pas lu. J'ai trouvé ça très intéressant, ce que vous avez dit de Palmer Eldritch, de ce personnage donc, qui réussit à saisir les gens d'effroi, même s'il trouve à s'incarner seulement à travers la voix, si j'ai bien compris. Hein. C'est quelqu'un qu'on entend, mais qu'on ne voit pas vraiment. Est-ce qu'il y a des communications vidéo aussi? Ou? Ben, c'est ça l'affaire. Puis, quand j'expliquais à Camille le sentiment paranoïaque, encore une fois, Philippe K. Dick exploite ça. Il passe. C'est une affaire que je n'ai pas expliquée, mais dans les romans, les colons martiens consomment des drogues de translation pour passer le temps. Ce qu'on entend par drogue de translation, c'est des drogues hallucinogènes, en fait, mais extrêmement concrètes, où on s'imagine, par exemple, en train de bronzer sur la plage tout près d'Hollywood. Bref. Puis Eldritch se manifeste dans ce genre de drogue-là, dans l'esprit des gens. Donc, c'est comme si une partie d'Eldritch était dans la tête des gens. Puis dans d'autres moments, effectivement, il s'incarne dans des radios, dans des écrans de télé. On voit son aspect physique, mais on ne le voit jamais concrètement, son corps. On n'est jamais en face d'Eldritch tout au long du roman, à un point tel où on se demande si ce n'est pas un produit de notre imagination. On se demande si on hallucine avec les personnages tout au long du roman. Et fidèle à sa réputation, Philippe K. Dick n'apporte aucune réponse à la fin du roman. Donc, ouais. Ça m'a rappelé en tout cas bien des souvenirs de cet univers-là. J'avais été grandement impressionné par les androïdes du film, en tout cas de Blade Runner, et comment on avait trouvé le moyen de les rendre sympathiques. Vous avez parlé d'empathie, là. On éprouve pour eux un sentiment d'empathie très fort quand on voit le sort qui leur est réservé. Au départ, on les voit comme menaçants, ils sont des tueurs, ils sont capables d'une violence inouïe, mais à un moment donné, on comprend d'où ça vient tout ça. Et il y a cette scène bouleversante du droïde, de l'androïde qui va sauver Deckard contre toute attente, alors qu'il aurait pu très bien en finir avec lui, là, le limier qui le pourchasse, avec cette scène sous la pluie là, qui m'est restée ancrée dans la mémoire. J'ai aussi beaucoup aimé ce qu'on a fait avec le film de Denis Villeneuve par la suite, mais bon, ça c'est autre chose. Ce sur quoi je voudrais m'arrêter rapidement, c'est le fait que vous avez abordé plusieurs manifestations de l'éthos, et assez justement, mais parfois j'ai eu le sentiment qu'il y avait peut-être une contamination d'enjeux pathémiques, parce que vous parlez par exemple d'éthos menaçants. Alors, la menace, ça connote une certaine émotion. Donc, peut-être travailler à bien distinguer entre été et pâté, parce que des fois, il y a une espèce de chevauchement. Ce n'est pas une mauvaise chose, en fait. Et je l'ai dit quand il y a été question de l'éthos et du pathos, que c'était un continuum et qu'il y avait toujours une dominante. Il y avait une dominante pathémique à un moment donné, puis après ça, c'est plutôt au niveau de l'image de soi que ça se joue, et parfois ça va être plutôt logique, mais il y aura toujours déjà présence des 3 éléments. Pathos, logos et ethos sont indissociables. Il n'y a pas de catégorie pure. Il y a toujours chevauchement, et il faudra juste s'assurer dans votre présentation finale que quand vous parliez d'éthos, on ne soit pas en fait en train de parler de pathos, parce qu'il y a eu des moments où j'ai eu le sentiment que là, on était plus nettement du côté de l'émotion,
l'intimidation, la peur que suscitent les androïdes par leur caractère un peu menaçant. Donc, peut-être nettoyer ça juste pour introduire des nuances, quitte à dire ce que je viens de dire, là, vous pouvez me citer, que c'est un continuum et que des fois, c'est dur de départager très nettement l'éthos de ces deux autres termes. C'est bon? Parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça complète ce premier volet des présentations. On va se permettre une petite pause de 10 minutes en espérant que Amida se joigne à nous d'ici là. Normalement, elle devrait arriver vers 17 heures. De toute manière, on va enchaîner avec la présentation de Marie-Philippe au retour de la pause. Alors, notez bien qu'il est 16h57. On se retrouve donc dans 10 minutes à 17h07. À tantôt. Alors, nous revoici au retour de la pause pour la deuxième partie des exposés. On va commencer par celui de Marie-Philippe Bergeron et je rappelle que c'est William Brouillette qui agira à titre de répondant. Alors, je vais vous donner le micro et vous mettre en évidence. Alors, vous pouvez commencer quand vous voulez. Parfait, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Donc, bonsoir tout le monde. Petit rappel avant de commencer, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du compte-rendu critique, j'en avais parlé un peu. Je m'intéresse pour ma maîtrise à l'altruisme à l'intérieur de 3 œuvres de Balzac. Dans le cadre de ce travail, j'ai choisi de m'intéresser à seulement une œuvre par souci, en fait, que vous compreniez davantage de quoi je vais parler. J'ai choisi finalement Le Père Goriot. Pourquoi? Parce que je crois que c'est une œuvre qui est souvent lue, par exemple, au cours du baccalauréat, dans le cours, en tout cas à l'UQAC, dans le cours de littérature du 19e siècle avec Madame Harvey. Donc, c'est normalement un roman qu'on a en tout cas entendu parler. Donc, je ne vous ferai pas un gros résumé parce qu'en fait, le résumé de cette œuvre-là est assez simple. Hein. On assiste à la vie, au développement de Rastignac à l'intérieur de la vie parisienne. Donc, vous devriez bien comprendre les situations dont je vais vous parler au courant de ce travail. Donc, j'y vais. Honoré de Balzac, écrivain romantique et réaliste célèbre du 19e siècle, est reconnu pour la mise en œuvre d'un projet littéraire et sociologique phénoménal, la comédie humaine. Publié dans un contexte socio-historique où la France est aux prises avec de grandes tensions politiques, les œuvres balzaciennes mettent de l'avant une critique claire de la société où semble régner l'intérêt économique personnel, la dégradation morale et la loi du soi pour soi. D'ailleurs, cet égoïsme ambiant est ce qui, tant dans les anthologies littéraires que dans les ouvrages scolaires, tend à prévaloir lors de la définition de l'univers narratif de Balzac. Je cite Madame Harvey, enseignante à l'UQAC, la loi de l'intérêt personnel prévaut en effet dans les milieux décrits, qui voit le triomphe de l'individu cherchant à s'élever au-dessus de la moyenne. Toutefois, dans ce travail, il s'agira de montrer que la joute morale qui s'opère dans les œuvres de la comédie humaine est plutôt remportée par l'altruisme, et ce, grâce à la nature de la rhétorique narrative. Pour ce faire, nous porterons notre analyse sur l'un des plus grands classiques de la littérature française du 19e siècle, Le Père Goriot. Afin d'entreprendre ce travail de recherche, et par souci de cohérence, je définirai tout d'abord la notion d'altruisme, celle-ci pouvant prendre divers sens. Par la suite, j'analyserai l'éthos, le logos et le pathos de l'instance narrative afin de mettre de l'avant le travail de persuasion entrepris par celle-ci, et ce, en insistant sur son discours à l'intérieur de différents foyers normatifs, donc le métatexte, l'incipit et les énoncés à l'allure de vérité générale. De plus, j'entreprendrai d'analyser le travail du narrateur à l'intérieur du lieu matériel principal du récit, la pension Vauquer, en abordant brièvement la présence de personnages moralement opposés, et ce, dans le but d'insister sur les différentes perceptions présentes dans le discours de l'auteur. Donc, je commence par vous situer un peu par rapport à l'altruisme, à la motivation, à la définition que j'utiliserai, en fait, à laquelle je penserai tout au long de mon travail. À l'intérieur de l'univers scientifique et anthropologique, l'égoïsme universel lié à une ancienne croyance moraliste, énonçant que l'être humain ne peut désirer autre chose que son propre bien, constitue une prise de position qui longtemps a été dominante. Toutefois, en raison de nombreux bouleversements sociétaux, on peut penser à la situation de la COVID par exemple, de nouveaux débats moraux émergent et donnent à l'idéal de l'altruisme une place de choix, rendant ainsi mon propos actuel et essentiel.
Je cite ici Michel Tereshchenko, « L'évolution a fait de nous des pluralistes motivationnels, non des égoïstes ou des hédonistes. » À l'intérieur de ce travail, nous utiliserons une définition précise de ce concept, soit celle de Daniel Batson. Il y a beaucoup d'autres notions, beaucoup d'autres théories similaires qui ont été utilisées, par exemple l'agir humain de Charles Taylor, le don chez Mauss, la théorie du care, la charité, la pitié, l'amour altruiste. Mais nous nous concentrerons sur une définition de Daniel Batson qui va comme suit. Je l'ai traduit librement. L'altruisme psychologique réfère aux motivations de l'individu qui a comme ultime but d'accroître le bien-être d'une autre personne. Alors, en considérant les personnages balzaciens comme des êtres humains complexes, aux motivations et ambitions nuancées, je parviendrai à analyser ceux-ci dans leur entièreté et non seulement dans leur finalité. D'ailleurs, en nous fiant également aux réflexions de Tereshchenko, désolée, j'ai vraiment de la misère avec son nom, j'admettrai un pluralisme dans la nature des motivations et le fait qu'elle ne condamne pas les gestes pouvant améliorer le propre bien-être du bienfaiteur. Je le cite, « Nous devons plutôt considérer l'altruisme comme faisant partie d'une théorie pluraliste de la motivation qui soutient que les gens ont des désirs ultimes envers les autres aussi bien qu'envers eux-mêmes. » Donc, je vais commencer par une analyse, en fait, de l'aspect prédiscursif du texte, ce qui a peut-être été un peu moins fait. Pourquoi? C'est que je pense que Balzac a énormément de théories qui peuvent être faites à l'extérieur de son œuvre en tant que telle et qui en dit beaucoup sur son idéologie. Avant même de faire son entrée dans l'univers diégétique balzacien, le métatexte de l'œuvre à l'étude offre au lecteur une forte représentation de l'idéologie que souhaite véhiculer l'auteur. Ici, je cite M. Vaillancourt, « L'auteur dont le nom apparaît sur la couverture transmet un texte à son lecteur afin de diffuser certaines idées. » Le projet de Balzac étant d'ailleurs de se mettre dans une posture sociologique et critique face à son époque. Ici, je tiens à le spécifier, sociologique est un peu un anachronisme car Balzac ne l'a pas utilisé par lui-même, mais se porte très, très bien à la nature de ses propos. À l'aide du titre de l'œuvre, Le Père Goriot, l'auteur construit un horizon d'attente qui ne peut que conditionner la réception de ce roman. Avant même d'entendre le discours, le lecteur accorde à ce dénommé Goriot une place prépondérante au sein de l'œuvre qu'il s'apprête à lire. En effet, en choisissant le nom de ce personnage appauvri et malade comme titre du roman, Balzac admet son rôle moral, symbolique et sacrificiel dans un univers où pourtant ce vieil homme est incompris, jugé et même effacé. On pourrait donc dire que l'éthos prédiscursif entre d'une certaine manière en confrontation avec l'éthos discursif du texte. Et ce, dans le but de montrer que l'auteur amenait le Père Goriot en tant que réel maître de la joute morale dans un univers où ses actions sont minimisées par des êtres aux motivations peu convenables et leur action également. Cette contradiction sert alors déjà d'exemplification des volontés de l'auteur, soit celle de condamner les gestes liés à l'intérêt et au mal de l'argent et permettre d'illustrer son désir de faire briller le bien à l'intérieur de cette société de la Restauration. Ainsi, cette volonté de vouloir mettre les comportements altruistes de l'avant débute par cette élévation d'un personnage en particulier. Effectivement, Goriot semble n'avoir initialement aucun réel pouvoir dans le roman de Balzac, celui-ci n'étant pas le personnage central de l'œuvre, étant victime de vol, se faisant effacer par sa propre famille et projetant une image de soi qui s'approche davantage de la victime que du sauveur. On va parler de lui en utilisant le pauvre Père Goriot, le pauvre vieillard. Toutefois, en faisant de lui son personnage éponyme et en lui collant le titre de père, donc père avec la lettre majuscule, le narrateur l'élève au-dessus du combat moral qui a lieu au sein de la vie parisienne et le positionne comme l'exemple à suivre. Il est l'être suprême, une image sainte. Il met de côté le parvenir, le travail, le désir de l'argent par simple amour de ses filles. Ainsi, ce personnage est aux prises avec de pures motivations altruistes, celui-ci souhaitant maximiser le bien-être de ses descendants plutôt que sa propre survie, faisant preuve d'une grande bonté, d'une fraternité touchante. Et ce, bien que ses actions soient également posées dans un objectif de taire sa propre peine et de se rapprocher de ses deux filles, qui de leur côté font preuve d'un individualisme et d'un narcissisme contrariant.
En effet, tel qu'énoncé dans notre approche théorique, l'altruisme ne ferme aucunement la porte à une quelconque recherche du bien personnel, mais admet plutôt la pluralité des motivations, n'enlevant ainsi aucune profondeur à la bienveillance de Goriot. Alors, en posant le nom de ce père comme titre du texte, Goriot devient, dès le premier coup d'œil du lecteur sur l'objet livre, le référent moral de l'œuvre. Je cite Sylvie Goutas, qui est une enseignante en littérature qui s'intéresse au 19e siècle. Tout le roman semble ainsi se construire sur la nécessité pour Goriot d'aimer le plus fort, le plus longtemps possible, ses enfants. Bien qu'il ait déjà obtenu plusieurs fois la preuve de leur désintérêt et détachement filial envers lui, son être semble totalement, et jusqu'à la mort, se fonder sur cette noble et entière mission, laquelle est d'autant plus vertueuse qu'elle est méconnue de la société, puisqu'il l'amène avec humilité et discrétion. Cette humilité dont fait preuve le père Goriot est également une composante prédominante de l'altruisme, selon Batson, car l'humble est naturellement tourné vers les autres et est attentif à leur bien-être. Cette humilité qui constitue l'essentiel de l'estime de soi et de l'altruisme permet à Goriot de banaliser les gestes portés à son égard et de poursuivre sa quête du bien. La lecture du texte s'entame alors sous le regard régulateur de l'auteur et du héros, ce qui ne peut qu'influencer les futures évaluations des lecteurs envers les actions désengagées des autres personnages. Les lecteurs ont inévitablement des attentes envers ce saint dont le regard et les jugements sur les actions des différents acteurs, surtout Rastignac, qui est le personnage principal, semblent planer tout au long de l'œuvre, agissant comme un rappel de l'ambivalence constante entre les gestes altruistes et l'intérêt personnel. Les lecteurs se rallient alors à cette rhétorique et sont devant l'obligation morale de suivre le pacte de lecture renforcé dans l'incipit de l'œuvre en se transformant eux-mêmes en critiques de l'égoïsme ambiant qui s'oppose aux actions de cet être bon, le père Goriot. Je vais d'ailleurs continuer mon analyse en insistant sur l'analyse du début du roman. Donc, en observant les différents niveaux relationnels présents dans la fiction qu'on a vu en classe, narrateur, personnage, il est possible d'observer que ce travail de persuasion se poursuit à l'intérieur de l'incipit, lieu de l'intensification du sujet avec le social. Effectivement, le narrateur omniscient de l'œuvre, en usant abondamment du discours indirect libre, envahit l'univers de la diégèse de manière paternaliste, un peu à la manière de Zola. Ces énoncés prennent l'aspect, dans la voie de la narration, de vérité générale, telle que Jacques Dubois en parlait lorsqu'il aborde la sociologie du texte. En effet, le narrateur affiche, dès les premières pages de l'œuvre, une confiance et une autorité sans pareil. Celui-ci prend la posture de ce locuteur parfait et s'assure d'être sage, bienveillant, avec les personnages qui semblent mériter son respect, et franc. D'ailleurs, pour exhiber cette compétence presque scientifique, Balzac joue sur le logos et le pathos. Il utilise l'abondance de détails et énonce son opinion sur de nombreux sujets pour lesquels il n'est pourtant pas l'expert. La place des femmes en société, l'argent, l'art, le pouvoir, la famille, l'amitié, l'amour, et j'en passe. Il donne son avis vraiment sur tout. Cette rhétorique du réalisme qui permet au lecteur de se situer dans le contexte historique et spatio-temporel de l'époque prend entre autres son sens dans les premières descriptions de la passion Vauquer qui, grâce à un point de vue en plongée, illustre déjà la suprématie du narrateur sur l'histoire qu'il choisit de raconter. De plus, à l'aide de l'énumération précise des noms réels, des rues, des quartiers connus de Paris, Balzac parvient également à prouver la véracité de cette joute morale et entreprend encore une fois de convaincre son lectorat. Toutes ces preuves extra-techniques, dictées sous forme d'antimèmes, parviennent à convaincre le lecteur de ses connaissances qui semblent illimitées. Le lecteur est amené à le croire sur parole, et ce, tout au long de l'œuvre. Celui-ci ne fait donc pas que régner sur la vie parisienne, mais entreprend également de jeter son influence sur les narrateurs qui n'ont d'autre choix que de considérer la bienveillance de Goriot comme étant une lumière dans la noirceur parisienne plutôt qu'une preuve de sa faiblesse. Je cite un élément de la page 2. Cependant, il s'y rencontre çà et là des douleurs que l'agglomération des vices et des vertus rend grandes et solennelles. À leur aspect, les égoïsmes, les intérêts s'arrêtent et s'apitoient. Mais l'impression qu'ils en reçoivent est comme un fruit savoureux promptement dévoré. Après avoir lu Les secrètes infortunes du père Goriot, vous dînerez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le compte de l'auteur.
en le taxant d'exagération, en l'accusant de poésie. Ah, sachez-le, ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All is true. Il est si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. Donc, dès l'incipit du roman, comme je l'ai dit plus tôt, indicateur de l'idéologie romanesque selon l'analyse sociologique du texte de Jacques Dubois, le narrateur construit un pacte de lecture avec le narrateur. Ceux-ci doivent admettre l'autorité de l'énonciateur qui offre une quantité innombrable de jugements. Et ce, en raison de la crédibilité qu'il se construit lui-même dès les premières pages, les premières lignes du roman, pardonnez-moi. Le narrateur, avant même d'avoir présenté les différents personnages, insiste sur le réalisme de son récit avec All is True et sur ce que cela devrait provoquer chez le lecteur, hein? Compassion, empathie et même de la pitié. Le narrateur dévoile ainsi sa technique rhétorique. Il souhaite interpeller le pathos des narrateurs et susciter une réaction préalable envers Goriot, les souffrances de celui-ci n'étant pas à prendre à la légère. D'une certaine façon, en interpellant directement les lecteurs et en mettant le contrat de lecture à leur vue, Honoré de Balzac entraîne ses narrateurs vers une considération des actions et des motivations bienveillantes comme étant les éléments salvateurs de la société française et comme étant celles qui devraient dominer lors de l'évaluation des personnages présents dans l'œuvre. Je cite Nathalie Solomon, « On touche là à une caractéristique essentielle de la stratégie narrative balzacienne. Le discours sur le récit remplit moins que jamais la seule fonction de description des éléments de la diégèse. Il s'agit pour lui de modifier les données narratives par le nouveau point de vue qui en est donné. Il s'agit de prescrire la bonne façon de lire. » Je poursuis et en fait, je vais terminer mon analyse avec l'analyse de la pension Beaucaire qui est très, très longue dans le début du roman, donc qui prend une importance considérable et qui peut faire partie également de l'analyse de l'incipit. Ces premières descriptions du roman sont également grandement parlantes en matière de jugements moraux. En effet, les personnages qui composent la communauté de la pension Beaucaire sont observés sous l'indice de leur dévalorisation sociale, abandon qui s'opère finalement chez tous les membres de la société de restauration. Une vallée remplie de souffrances réelles et de joies souvent fausses, et si terriblement agitée qu'il faut je ne sais quoi d'exorbitant pour lui produire une sensation de quelque durée. Cette grande misère n'a donc rien d'unique, mais entreprend plutôt d'accroître l'horizon d'attente du lecteur qui assistera à la dégradation morale de plusieurs personnages. Il ne s'agit donc pas pour Balzac de faire le simple récit d'une histoire désolante, mais bien d'entrer celle-ci dans le social et dans l'histoire avec un grand H. La maison Beaucaire constitue un échantillon de la société où se joue la même joute morale que dans les rues parisiennes. En effet, le narrateur, en fixant son observation sur ce lieu atypique, où des personnages de tout genre entretiennent des relations complexes, représente à plus petite échelle la critique de son époque. Cette maison, qui en soi matérialise le projet de la comédie humaine dans sa totalité et sa complexité, mais également de l'avant l'évaluation morale du narrateur. En fait, l'escalier de la pension Beaucaire peut être un très bon indice car il connote lui-même cette évaluation. Goriot, gravissant les étages, plus le récit évolue, et il terminant son ascension au dernier étage où il dévoilera à Rastignac, le protagoniste, et à Bianchon, le jeune médecin, la mesure de sa dévotion et de son amour pour autrui. La pension prend alors une importance considérable, celle-ci constituant initialement un foyer normatif symbolique, où Balzac se permet de confronter les idéologies, mais également un lieu matériel où les échanges entre les personnages prennent forme et où ces idéologies se personnifient. En effet, bien que cette célèbre pension se compose de nombreux personnages ambivalents, leurs motivations et leurs actions ne permettant pas de les caractériser de bons ou de mauvais, Balzac brosse deux êtres presque manichéens qui, sans se combattre littéralement, confrontent leur idéologie, leur manière d'être, Vautrin, dont on a déjà parlé en classe, et Goriot. Ce duel entre le mal et le bien illustre clairement la rhétorique de Balzac qui use d'un travail colossal sur le discours afin d'établir son évaluation morale dans la simple manière de décrire l'un ou l'autre, et ce sans les entraîner dans un réel débat. Car
une citation que nous avons eue en classe, tout mot, toute construction peuvent venir, désolée, je me suis perdue, peuvent venir en contexte propice, se charger d'une connotation affective. Dès les premières descriptions du roman, il est possible d'observer cette distinction qui connote clairement l'appréciation et l'empathie du narrateur à l'égard de Goriot, tandis que le narrateur peut ressentir l'aversion de celui-ci envers Vautrin. Comme énoncé plus tôt, le narrateur prend le personnage du père en pitié et met de l'avant la bienveillance de ses actions et de ses motivations, à l'aide d'un discours qui insiste sur sa dévotion, et ce, peu importe ses actions. Le vieillard oubliait de manger pour contempler la pauvre jeune fille. Ce n'est ni un imbécile, ni un homme sans air. Le père Goriot répondit par un petit salut amical, plein de bonhomie. À l'aide de ces extraits, il est déjà possible de remarquer que les mots du narrateur entraînent le lecteur dans une compréhension et un respect pour le personnage, bien que celui-ci ne s'exprime que très peu dans le texte et ne partage pas de relation saine avec aucun membre de la pension. Les valeurs humaines du lecteur sont alors interpellées. Toutefois, à l'inverse, Vautrin, homme exubérant, criminel, ambitieux, profiteur et profondément égoïste, est, tout au long de l'œuvre, la proie des reproches de Balzac, bien que ce personnage soit pourtant initialement apprécié de ses colocataires. Je vous cite, « Mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas lui rendre, tant malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard profond et plein de résolution. Quoiqu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa constante complaisance et sa gaieté comme une barrière entre les autres et lui, souvent il laissait percer l'épouvantable profondeur de son caractère. » Les mots utilisés par Honoré de Balzac vont, dans cet extrait, à l'encontre de ceux énoncés à l'égard de Goriot et entreprennent davantage de créer chez le lecteur une certaine appréciation face à ce manipulateur invétéré. Ainsi, par la simple connotation, Balzac met de l'avant sa propre évaluation morale et condamne les motivations individualistes qui semblent imprégner la société française de l'époque. Par sa manière de décrire tel ou tel personnage, le narrateur montre qu'il voue une importance considérable à l'amour du prochain et reconnaît donc l'altruisme comme étant nécessaire et victorieux. Pour conclure, l'analyse rhétorique du roman Le Père Goriot d'Honoré Balzac permet d'observer une réelle prépondérance de l'altruisme à l'intérieur de l'univers narratif de l'œuvre. En effet, en observant les foyers normatifs du roman selon Jacques Dubois, le métatexte, l'incipit et les énoncés prenant l'aspect de vérité générale, il est possible de remarquer que le narrateur, dans son discours, insiste sur l'importance de l'altruisme et la bienveillance à l'intérieur d'une société où l'égoïsme semble être priorisé. Ce travail permet également de réaliser l'étendue des possibilités d'analyse rhétorique présentes à l'intérieur du texte balzacien afin de réaliser certaines conclusions à l'égard de l'ajout de morale qui s'y trouve. Dans le but d'épandre cette recherche, il serait toutefois absolument nécessaire de s'intéresser aux lieux normatifs laissés derrière par manque de temps et d'espace, l'excipit, les documents extérieurs à l'œuvre et les évaluations effectuées par des personnages respectables et respectés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Philippe Bergeron, pour cette réhabilitation du brave père Goriot, dont vous avez dit à raison qu'il s'agit d'un saint et non pas d'un mollasson comme on a pu le croire, parfois on a pu le prétendre. Je pense que vous avez vu juste. Alors, je vais remettre l'affichage en mode galerie et me tourner vers votre répondant, qui est William, pour la première question. Premièrement, Marie-Philippe, bravo pour ton exposé. C'était très bien, c'était très clair. Même si ça faisait plusieurs années que je n'avais pas lu le roman, je me suis replongé dedans assez facilement. Et j'avais une question pour toi concernant le fait que tu t'intéresses particulièrement à la question de l'altruisme dans l'œuvre de Balzac. Puis, en ayant en tête ton cadre théorique, ta théorie du pluralisme motivationnel, j'avais une question concernant Rassignac, parce que j'avais toujours vu à l'époque Rassignac un peu comme l'anti-père Goriot, sans nécessairement le considérer d'une manière négative. Je voulais t'entendre sur... c'est pas une question concrète, en fait. Là. Je me demandais comment que se situe Rassignac si on a à l'esprit le pluralisme motivationnel, est-ce qu'il est égoïste ou pas du tout à la fin du roman? Je ne sais pas si tu me suis, je m'excuse. Oui, vraiment. Mais en fait, ça, c'est sûr, je n'ai pas encore écrit ma mémoire, donc ça va. C'est tout, mais dans mes idées, c'est sûr, j'aurais aimé parler de Rastignac, mais par manque d'espace, je ne suis pas allée là-dedans. Mais pour moi, Rastignac est quand même un personnage, justement, qui peut être considéré altruiste. Si on considère, justement, on s'attarde à ses motivations derrière.
c'est pour ça que j'ai précisé justement de ne pas simplement s'attarder à la finalité, parce que oui, il va poser des gestes qui laissent croire l'égoïsme, souvent en fait, il va y avoir plusieurs peut-être réactions égoïstes, mais si on prend en compte ce pluralisme-là où on peut avoir en tête soi-même malgré les actions que l'on pose, je pense qu'il y a quand même un travail d'altruisme derrière les actions de Rastignac. Juste par exemple, hein, à la fin, quand il va prendre en considération tellement le père Goriot qui va devenir un exemple pour lui, même son duel qu'il lance à la société française à la toute fin, pour moi, ça cache quand même une certaine volonté de changer un peu les choses ou d'aller vers quelque chose de plus positif. Mais effectivement, qu'il y aurait un travail à faire. Donc, moi, j'aimerais combattre que Rastignac n'est pas purement égoïste, mais qu'au contraire, il combat ça d'une certaine manière. Merci. Avoir dans mon mémoire. Oui, bien, tu pourrais peut-être, si je peux me permettre une suggestion, l'une des scènes qui m'avait marqué, c'était, je pense, c'est Rastignac qui était allé voir le père Goriot dans la pension Vauquer lorsqu'il s'apprêtait à mourir. Spoiler alert, désolé tout le monde. Mais ouais, tu pourrais peut-être penser à ce moment-là pour convaincre qu'il est altruiste, parce que moi, ça m'avait bouleversé, là, personnellement. Ouais. Je suis à 100% d'accord avec toi. Moi aussi, c'est une des scènes justement sur lesquelles j'aimerais insister pour montrer ses motivations ou qu'est-ce qui se passe dans sa tête plus que juste ses actions à proprement parler. Mais effectivement, c'est vraiment une très belle scène du parcours. Merci, William. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, c'est vraiment une très belle démonstration, Marie-Philippe, très convaincante, qui montre comment la rhétorique peut rendre compte vraiment des enjeux du texte de manière très efficace. Là, la démonstration m'apparaît là, exemplaire à bien des égards. Vous avez parlé des aspects discursifs du texte. J'aime les points d'ancrage que vous avez trouvés pour aller chercher vos exemples. Vous parlez de moments forts, de moments importants dans la structuration du texte, l'incipit, bon, le titre, l'aspect prédiscursif et tout. Et vous commencez par dire que Balzac s'inscrit dans une perspective sociologique avant le terme. Bravo pour la précaution méthodologique. Vous avez raison, il faut être prudent, qui va venir conditionner la réception du roman. Et puis, vous enchaînez avec cette idée de l'élévation du père Goriot qui est présenté comme étant au-dessus de la mêlée, pivot de la joute morale, mais aussi référent moral de l'œuvre. Et là encore, c'était tout à fait convaincant. Moi aussi, je le vois comme ça, marqué motivé par un altruisme pur, en fin de compte, plutôt qu'une mollesse qu'on lui reproche d'ordinaire. Vous avez raison de dire aussi que le texte stigmatise, je pense, l'égoïsme et l'arrivisme. Et c'est une perspective vraiment très intéressante que celle que vous avez retenue pour votre mémoire de maîtrise. Bravo pour ce beau sujet. C'est très stimulant. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, ces enjeux d'altruisme, d'égoïsme. Et vous avez trouvé là un champ d'application là, vraiment très efficace avec des exemples à foison. J'ai lu avec bonheur Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Dont je recommande la lecture à tout le monde. C'est vraiment une Bible, c'est formidable et c'est vraiment très bien fait, avec la conviction profonde que l'altruisme véritable n'existait pas. J'avais un peu l'attitude « prove me wrong, Mathieu Ricard, prove me wrong ». Et j'étais à peu près convaincu que Mathieu Ricard ne serait pas capable de me détromper parce que je traîne ça depuis toujours, cette conviction profonde que l'altruisme pur n'existe pas. Et à ma grande stupéfaction, Mathieu Ricard a réussi à me convaincre qu'une telle chose que l'altruisme existe et votre présentation a achevé de me convaincre encore davantage. Je suis gagné à cet argumentaire. Alors, bravo pour ça. Alors, c'est très intéressant donc d'avoir retenu, parce qu'on ne sait jamais où faire porter notre analyse dans un texte qui est immense. Là, c'est quand même pas un roman bref, c'est pas une nouvelle, hein, on s'entend. Alors, vous avez vraiment trouvé des points d'ancrage pour aller chercher vos exemples là, qui sont forts, qui sont pertinents et qui sont à peu près
utilisable en tout temps. Je veux dire, l'incipit, l'excipit, c'est des points tournants dans les œuvres. Hein. Donc, on n'a pas besoin de chercher trop longtemps. On peut très bien s'arrêter à ça. C'est ce qu'a fait Ahmed aussi en s'interrogeant sur le paratexte dans sa présentation. Et c'était déjà très fort là, dès le départ. Alors, des fois, on n'a même pas besoin d'entrer très profondément à l'intérieur du texte pour aller chercher des éléments, une orientation générale. Et à ça aussi, votre présentation là, a servi. Pack de lecture, indicateur du positionnement idéologique. J'ai bien aimé vos références à Dubois, bien utilisées ici. Cette valorisation de l'altruisme par l'univers narratif, ça aussi, c'était très convaincant. C'est-à-dire que, bien sûr, Balzac n'écrit pas des romans à thèse. C'est infiniment plus complexe que ça, la comédie humaine. Il y a des nuances infinies un peu partout, mais on ne peut pas nier qu'il y a une volonté de démonstration et une stigmatisation de certains éléments et d'une valorisation de d'autres éléments. Et je pense que, encore une fois, là-dessus, votre démonstration était très éloquente et suffisait pour nous en convaincre. J'aurais aimé, moi aussi, entendre parler de Rastignac, de votre vision du personnage. Ma lecture remonte à plusieurs années, voire plusieurs décennies, la dernière lecture du Père Goriot, mais j'avais cette vision ambivalente là, par rapport à Rastignac, que je ne voyais pas comme un pur arriviste seulement, chez qui je reconnaissais les qualités. Ce n'est pas Vautrin, Rastignac, là. Ce n'est pas Goriot non plus, mais c'est justement cette dimension toute nuancée là, qui vient complexifier un peu la thèse, s'il y a une thèse, là, et qui montre que Balzac, finalement, n'est pas monolithique dans sa représentation et dans son argumentation non plus. Là. Alors, chapeau bas pour ça. Je n'ai pas vraiment de questions, que des félicitations. Belle mise à profit de l'analyse rhétorique, sans tomber dans le name dropping ou juste les buzzwords qu'on brandit parfois. Vous avez vraiment mis l'accent sur les éléments clés de la dimension argumentative. Alors, notre dernière présentatrice n'est pas au rendez-vous. Alors, je vais devoir remettre sa présentation à la semaine prochaine et vous libérer dès à présent. C'est un peu dommage. Ça va un peu compliquer notre présentation la prochaine fois, mais bon, on comprend que c'est des circonstances exceptionnelles. Là. Elle est toute excusée et je ne lui en veux pas le moins du monde. Elle avait de bonnes motivations. Alors, je vais donc vous donner congé jusqu'à la semaine prochaine où on devrait se retrouver pour 1 heure et demie de présentation, une petite synthèse très, très rapide. Et je vais m'empresser d'aller ouvrir sur Moodle, comme on me l'a rappelé à juste titre, le volet remise des travaux. Alors, merci et rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même poste.